Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et chers amis et surtout les téléspectateurs et les abonnés de la chaîne YouTube Réseau Chrétien, nous vous disons bonjour, bonsoir. En fait, la dernière fois, la semaine dernière, nous étions ensemble avec Sylvie Cloutier qui travaille au niveau de la santé ici à Montréal et Sylvie Cloutier aussi, qui travaille aussi dans le domaine de la foi, dans le domaine évangélique. Alors, elle nous a livré quand même une très bonne lecture, lumière à propos de la question de l'aide médicale à mourir. Aujourd'hui, nous sommes encore sur ce réseau. Nous parlons de la foi. N'oublie pas que sur ce réseau chrétien, nous parlons de la foi, nous parlons de la mission chrétienne, nous parlons de l'engagement croyant. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour parler de certaines thématiques en lien à la réalité chrétienne. En fait, mon nom c'est Doreus. Merci Dieu. Si vous êtes pour la toute première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et c'est sûr que vous n'allez pas rater nos nouvelles publications. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean Bonhomme Milford. En fait, Jean Bonhomme Milford, c'est un croyant. C'est aussi un enseignant, quelqu'un qui est détenteur d'un diplôme bien, de l'Université Laval en administration des affaires. En fait, Jean Bonhomme Milford, c'est aussi un enseignant, il est conférencier, il est surtout auteur bien, d'un essai qui s'appelle Haïti, la Bible et le développement. Aujourd'hui, nous allons surtout nous attarder sur ce titre Haïti, la Bible et le développement. En fait, ça va être le point central de notre discussion. Monsieur Milford, bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien et très heureux d'être avec vous OK. sur cette chaîne et c'est la première fois que je suis invité. Et tout d'abord, je veux vous dire merci pour votre invitation et c'est un grand plaisir pour moi d'être en ligne avec vous pour répondre à vos questions. Et je profite pour saluer tous les internautes, auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. À Mhm, la vérité, et comme vous l'avez si bien dit, je suis haïtien d'origine. Et je suis né natif de Port-au-Prince. Et c'est mhm, là-bas, au pays des mangues, des avocats, des ananas, que j'ai grandi. mhm. Et effectivement, que j'ai fait mes études au niveau primaire, secondaire et universitaire à la faculté des sciences de Port-au-Prince, où j'ai décoché le titre d'ingénieur. Et Ah, c'était en quelle année? c'était, ça va me vieillir si je vous dis l'année, OK, mais pas de problème. c'était en 75, non, non, Ah, OK, c'est pas grave, bon, pas de c'était en problème. 75. Mais les années passent vite, hein. Les années passent vite Mhm, et j'ai travaillé pendant environ 16 ans pour une mhm, compagnie qu'on appelle Électricité d'Haïti. mhm, Et parallèlement, disons, à ce travail, j'ai enseigné les mathématiques, la physique et plus tard, après mes études de second cycle à mhm, l'Université Laval, ici à Québec, je suis retourné en Haïti et j'ai poursuivi une carrière d'enseignant à l'INAGUE et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur où j'ai enseigné dans le domaine de la gestion, différentes mhm, disciplines comme mhm, budget, gestion des ressources humaines, etc. mhm. Vous m'avez posé une première question et la première question qui a été posée, c'est à savoir quel est mon lien avec Haïti. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Et étant Mhm. donné que vous êtes haïtien et vous écrivez sur Haïti, j'avais l'intention de vous demander, mais parlez-nous un peu de votre rapport au pays. Vous avez certainement souligné quelques morceaux, mais c'est sûr un peu de votre enfance vécue là-bas. Et quand vous regardez Haïti aujourd'hui, c'est sûr que ça va mal, mais qu'est-ce que ça vous dit par rapport à votre enfance quand vous grandissez là-bas? Pour être plus précis, et il faut dire que durant l'époque de mon enfance et d'adolescent, il n'y avait pas ce désordre politico-social qu'on connaît aujourd'hui. Mhm, Et à l'époque, bien sûr, j'étais jeune, je ne peux pas faire l'analyse que je peux faire aujourd'hui.
vous comprenez ça très bien. Mais à l'époque, je ne suis pas vraiment autorisé à dire qu'il n'y avait pas de problèmes politico-sociaux, je pourrais dire, qu'il n'y avait pas de problèmes en Haïti. Mais il faut dire qu'il y avait quand même un calme relatif où les gens pouvaient vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et disons, il y avait une circulation de biens et de services qui est beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui. Or, je pense que ce n'est pas nécessaire de développer toute une littérature pour vous dire qu'aujourd'hui, Haïti se retrouve dans une situation. Ensemble, nous pouvons retirer Haïti dans cet état en tant que république indépendante et souveraine. Comment retirer cette république-là de cet état dans lequel elle est. Je comprends très bien. Et Haïti, la Bible et les développements, ça c'est l'ouvrage écrit par Monsieur Milford. En fait, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de thèse ou d'argumentation? Et quand vous parlez de la Bible, Haïti, la Bible, le développement, le titre paraît très évocateur, très intéressant, mais j'aimerais bien comprendre c'est quoi l'argumentation. Est-ce que ça veut dire que la Bible peut être considérée comme un outil de développement? Ou bien, disons, est-ce qu'on peut penser le développement d'Haïti en se référant à la Bible? Ou bien est-ce que la Bible serait la cause des malheurs? C'est la thèse. Bon, la question, elle est reliée bien sûr à la première, dans la mesure où Haïti se retrouve dans une posture complexe, tant sur le plan social que sur le plan politique. Et comme je l'ai souligné, il exige de nous tous, disons, des réponses adéquates et appropriées pour sortir Haïti dans ce labyrinthe où elle se trouve. Eh bien, c'est dans cette perspective que j'ai écrit 2 livres, en fait. Haïti, les réflexions d'un déraciné, et le livre que vous venez de citer, qui est Haïti, la Bible et le développement, comme référence, bien sûr. On va utiliser le deuxième comme référence à notre échange d'aujourd'hui. Eh bien, la thèse principale dans le livre est le développement d'Haïti. Et moi, je crois, Dieu comme faire, que c'est la voie cardinale, la voie qu'il faut suivre pour sortir Haïti de la pauvreté et de ce cycle de violence. À tel point que le dimanche, je peux affirmer que le dimanche 21 mai 2023, dans le cadre du sommet du G7 qui s'est tenu à Hiroshima, au Japon, le président du Brésil, Luis Inácio Lula da Silva, a souligné ceci. Depuis des années, le Brésil dit, et je le cite, depuis des années, le Brésil dit que le problème haïtien n'est pas seulement un problème de sécurité, mais avant tout un problème de développement continu. Or, ce genre de déclaration me conforte dans l'idée que le développement d'Haïti est un passage obligé. La question peut être à 1000 piastres. Et comment faire ce développement? Comment Certainement. implanter et quels sont les prérequis? Or, c'est ici notre grande difficulté, c'est la matérialisation de ce développement dans un pays. Or, cette matérialisation, elle est vraiment exigeante. Et c'est à ce niveau que je préconise une relecture de la Bible en lien avec le développement. Et cette relecture, elle est pertinente, et car tous les ingrédients du développement, mon cher ami, sont inscrits dans la Bible. La justice, la sécurité, l'éducation, l'agriculture, la santé, et j'en passe. Or, ce qui signifie que ces instructions datent de plusieurs années. Et quand j'ai dit c'est inscrit dans la Bible, ce sont des vérités éternelles. Oui, la Bible est en mesure de contribuer au développement d'Haïti à la condition que nos professeurs, nos pédagogues et autres experts en développement
soit capable de faire la pédagogie des concepts et des enjeux du développement collés à la réalité du peuple haïtien. Est-ce que toi, tu veux faire d'Haïti un État chrétien? Bon, c'est une très belle question. Et étant donné la liberté des gens, ce Mhm. que, en tant que chrétien, j'aimerais que tout le monde soit chrétien, ça c'est sûr. OK, OK. Mais pour respecter la liberté des gens, leur foi, leur croyance, et nous ne pouvons pas aller jusque-là. Mhm. Mais étant donné que on dit que dans ce pays, 53% ou peut-être beaucoup plus utilisent la Bible Mhm. comme, comme instrument d'adoration, comme instrument de découverte spirituelle. Or, je pense que dans la Bible, comme je l'ai dit, tous les ingrédients du développement, au-delà de notre foi, au-delà Mhm. de notre croyance, nous pouvons appliquer, je pourrais dire, comme Paul nous a demandé, Jacques, excusez-moi, nous a demandé, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Or, Mhm. quand je prends les notions que je viens de souligner, par exemple la justice, la santé, l'éducation, l'agriculture, le leadership, la bonne Mhm. gouvernance, tout ça c'est Mhm. dans la Bible. Bah, Or, est-ce je qu'au pense que Cabanon, est-ce que c'est possible de nous donner au moins un exemple en termes de développement ou bien par et c'est quoi? exemple, Mhm. par exemple, merci pour votre question. Mhm. Comme exemple, il y en a plusieurs. Bon, je prends un exemple Mhm. bien sûr que j'aime citer, c'est la justice. La Mhm. justice, un pays qui n'a pas de justice ne peut pas aspirer à ce développement, à Mhm. se développer. Parce que la justice, c'est la base de tout. Et c'est Dieu qui l'a dit lui-même. La justice et l'équité sont la base de mon trône. Or, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Or, je pense que David l'a dit dans un de ses psaumes, la justice et la paix s'embrassent. C'est-à-dire, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Or, Mhm. s'il n'y a pas de paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité, les gens sont anxieux. Or, on ne peut pas demander à un peuple qui vit dans l'anxiété, qui vit dans la peur, de parler, de penser au développement. Or, Mhm. je donne la justice. Je pourrais prendre le travail, par exemple, comme Mhm. valeur de productivité. Or, c'est Paul qui nous l'a dit. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Or, si vous ne travaillez pas, c'est dire que vous ne pouvez pas produire. C'est dire que vous ne pouvez pas augmenter la production de votre pays. Or, Mhm. tout repose sur les principes qui sont dans la Bible, Mhm. mais malheureusement, en termes d'enseignement, sur le plan pédagogique, je pense qu'il y a un effort à faire, que ce soit au niveau du contenu éducatif, au niveau des écoles, que ce soit au niveau même de nos facultés de théologie. Je pense qu'il faut apporter, disons, cet aspect de la Bible, cet aspect du développement, ces enjeux du développement, il faut les incruster dans le cursus pédagogique pour Mhm. aider les gens à réfléchir. Et, Mhm. et plus tard, on verra d'autres choses. Par exemple, la notion de valeur. Quand vous parlez de valeur, et si vous n'êtes pas responsable, un leader responsable, porteur de valeurs comme la justice, comme l'intégrité, comme Paul nous dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Or, si vous ne voyez pas le bien de l'autre, faire du bien aux autres, c'est ça la Bible nous dit, faire du Mhm. bien aux autres. Bien, laisse-moi vous dire, nous vivons dans un cycle infernal de violence, de choses, parce que nos leaders ne sont pas intéressés par ce type de connaissances. Mhm. Mais Ah, oui, merci. Tu nous livres une très bonne perspective de, ben, qu'on pourrait appeler une forme de politique, politique vue ou bien dans la perspective des croyants. Ben oui, on partage l'idée que la Bible, c'est un livre complet dans le sens que tous les enseignements les plus généraux, ben, tout ce que l'homme a besoin véritablement pour son développement, il se trouve quelque part inséré dans les textes bibliques. Mais par exemple, si tu dois faire la promotion de ton ouvrage à l'université, est-ce que c'est toujours bien vu quand tu parles de la Bible? Est-ce que c'est toujours apprécié cette approche? Jusqu'à présent, je peux dire que on m'écoute. Mhm. Et j'ai beaucoup de bonnes rétroactions également, parce que c'est un sujet nouveau.
Et il faut retourner dans notre culture, dans notre façon, surtout dans dans le monde protestant, c'est qu'il y avait un courant d'idées, une pensée qui disait, ah, si vous faites de la politique, c'est diabolique, et c'est parce que vous voulez tuer, vous êtes un criminel, etc. Et parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la politique. Tandis que la politique, je le résume, c'est ma définition, c'est prendre les mesures, prendre toutes les possibilités, tous les ingrédients nécessaires pour faire du bien à la population. C'est le développement de la cité. C'est ça la politique. La politique, c'est pas dans la perspective ancienne, je pourrais dire haïtienne. Non, la politique, c'est faire du bien. C'est ça que Christ nous demande de faire. Mais ça, Paul nous dit faire du bien et faire le bien, etc. Maintenant, c'est ça la politique. Maintenant, basé sur ça, je suis autorisé, sur la base des vérités saintes, à partager mes idées que je partage aujourd'hui avec vos auditeurs, auditrices, pour leur dire que la Bible contient tous les ingrédients du développement. Par exemple, l'agriculture. Ça, depuis le début de l'humanité, depuis le début au Jardin d'Éden, Dieu avait dit à l'homme, cultiver la terre. Oui, Et à c'est-à-dire, on l'a vu, à la base, à la l'agriculture base, a été censée aussi, c'est pratiquement le levier principal du développement. exactement, et c'est important pour le développement parce qu'un peuple qui ne mange pas, un peuple qui souffre, vous ne pouvez pas demander à ce peuple-là de travailler. On l'a vu avec Noé, et ce sont des hommes qui ont cultivé la terre, et David était un berger, et il prenait soin des moutons, etc. En tout cas, quand on parle de l'agriculture, on parle de plusieurs aspects, et tant sur le plan du bétail, de la terre, de l'eau, de l'environnement même, etc. Tout ça, c'est inscrit dans la Bible. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il faut faire la promotion, et je continuerai à le faire à travers mes conférences, à travers des possibilités que j'ai comme ici, pour dire que c'est dans la Bible. La Bible, c'est le point central, c'est le point où commence tout ce qui contribue au développement d'un pays. En fait, le problème d'Haïti, la situation d'Haïti est très complexe. Et ben, certains pourraient dire que pour sortir pour Haïti de ce marasme, il va falloir commencer par l'agriculture, tu l'as souligné aussi. Mais d'autres pourraient dire, mais le problème, c'est un problème d'éducation ou bien un problème de santé publique. Mais c'est quoi ta lecture? Par où doit-on commencer si on doit penser le développement d'Haïti? Je dois sincèrement vous dire que c'est une question qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple par où commencer. Pourquoi? C'est parce qu'en tant que peuple, nous avons mis beaucoup de temps, et 219 ans, et à ne pas répondre aux enjeux fondamentaux disons, du développement de ce pays. Et dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. En fait, si vous faites l'histoire de ce pays, vous allez être d'accord avec moi qu'on a mis trop de temps. Maintenant, si vous voulez que je réponde à cette question, je pourrais dire c'est le en même temps. Le en même temps, c'est-à-dire, il y a des choses que nous devons faire parallèlement. Par exemple, la première chose que si j'avais l'autorité de les faire, et tout ce que je vais vous dire aussi par la suite, ça doit être situé dans un cadre sociopolitique que nous appelons, qui est représenté par un binôme, que nous appelons démocratie et économie. Parce que les deux sont liés, la démocratie et l'économie. Si ce cadre est réuni, à ce moment-là, quelles seront les priorités? Qu'est-ce qu'on devrait faire en même temps? D'abord, c'est de remembrer, je peux dire, de restaurer nos institutions, surtout la justice, qui est importante parce que dans tout pays aujourd'hui, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais dans la quasi-totalité il y a une constitution. Or, une constitution, c'est un instrument qu'un peuple se donne pour réguler les comportements et pour définir le type d'organisation, comment nous voulons organiser notre société. C'est pourquoi j'ai parlé de démocratie, économie. Ce binôme est assez important. Maintenant, si nos institutions fonctionnent dans leur efficacité, dans leur composante structurelle,
eh bien, à ce moment-là, au moins, on a un minimum de base sur lequel on s'entend pour pouvoir construire maintenant. Et c'est à ce moment-là que l'école, l'agriculture et, disons, la santé, la sécurité et leurs composantes structurelles, eh bien, auront maintenant un sens et permettront aux gens de recréer cette relation de confiance. Cette relation de confiance que, normalement, tout leader doit avoir, et, disons, de la part de son peuple, de la part d'un collègue, de la part de ses dirigeants. Mais il y a un point important que j'aimerais ajouter. Tout à l'heure, nous avons souligné la notion de valeur. Eh bien, nous devons aujourd'hui, pour ce qui concerne la question haïtienne, si un jour ce climat sociopolitique dont je viens de décrire et que j'appelle le binôme démocratie-économie, il faut que dans le choix de nos dirigeants, c'est le choix de nos dirigeants qui est un problème. Il faut équiper le peuple avec des références sur la notion de valeur. Est-ce que quelqu'un que je choisis comme député ou sénateur ou comme président de la République, est-ce que c'est une personne intègre, comme Dieu l'avait dit à propos de Job, par exemple? Est-ce que cette personne-là est-elle cupide ou non cupide? Ce que j'aime souligner dans la première réforme de la justice opérée par Jéthro dans son conseil à Moïse, dans le livre de Genèse, c'est pourquoi je vous dis, tout est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a dit à Moïse, attention, quand vous choisissez vos leaders, vos hommes, c'est-à-dire les chefs de 100, de 1000, de 10 000, etc., à ce moment, il faut choisir des hommes, et moi j'ajouterai des femmes non cupides, c'est-à-dire des personnes qui respectent le bien public, qui sont là non pas pour s'enrichir quand on leur donne une position au sein de l'appareil de l'État, mais ce sont des fonctionnaires qui savent que c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir servir mon pays, de servir mon peuple pendant un temps déterminé et que je dois respecter les normes, je dois respecter les procédures, je dois respecter le bien de la population. Donc, tout ça entre dans cette combinaison dont je vous ai parlé. Oui, donc je comprends très bien. Mais par exemple, je pense que tu donnes une très bonne consultation aux politiciens haïtiens. Espérons-le Ouais, qu'ils nous écouteront. certainement. Est-ce que toi, tu penses que la communauté évangélique haïtienne aurait quelque chose à apporter pour dénouer cette crise, par rapport à ce qui se vit là-bas, par rapport à la situation actuelle? C'est quoi exactement? Quel serait l'apport de la communauté évangélique haïtienne? Moi, je pense et je le crois et très fermement que la communauté évangélique haïtienne aurait quelque chose à proposer comme une feuille de route, mais une feuille de route inclusive et réalisable et réfléchie aussi. Parce que parfois, nous ne prenons pas le temps parce que nous sommes toujours pressés. C'est ainsi que, en voulant gagner du temps, nous avons perdu quasiment 219 ans. Bien sûr, il y a d'autres aléas qui expliquent ça, mais il faut prendre le temps nécessaire pour réfléchir à une feuille de route inclusive, c'est-à-dire ouvrir, non pas rester dans notre chapelle, dans notre communauté, mais ouvrir parce que c'est 12 millions d'habitants que nous avons à gérer. C'est 12 millions d'habitants auxquels nous devons trouver des solutions. Pas facile. Parfois, on l'a vu disons en Afrique du Sud. Je pense que dans des pays comme la Corée du Sud et aujourd'hui des pays qui émergent, à un certain moment, ils se sont arrêtés et ils se sont dit que le désordre ne profite pas à notre développement. Et à ce moment-là, il faut s'arrêter et organiser le pays. Et c'est dans cette perspective que la communauté protestante, la communauté évangélique, pourrait jouer un grand rôle, d'autant plus, je pense encore que cette communauté détient un certain niveau de crédibilité. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive et pourquoi? Il y a des conditions, bien sûr, préalables. Si cette communauté veut faire, cette communauté évangélique à laquelle tu fais référence, veut faire vraiment une différence dans la vie du peuple haïtien, il faut que cette communauté s'ouvre sur les autres, comme je l'ai dit, briser les barrières de division,
et adventistes, protestants, etc. Il faut briser ces barrières-là et voir réellement concentrer nos intérêts, concentrer nos pensées sur cette république que nos ancêtres nous ont laissée et ces 27 500 km² que nous devons bâtir ensemble. Mais pour cela, il faut pratiquer l'esprit d'ouverture. Il faut écouter. Il faut accepter de vivre un démocrate aussi. La démocratie, c'est quoi? C'est l'acceptation, c'est la composition de nos idées, de l'idée contraire, et de l'autre aussi. Il faut apprendre à vivre avec les différences. Il faut apprendre à chercher quels sont les points qui nous unissent et quels sont les points qui nous désunissent et bâtir sur tout ce qui nous unit. Or, disons, ça demande, disons, une personnalité, ça demande des compétences aussi. Et des compétences, ça demande aussi des connaissances aussi. Et reconnaître nos faiblesses aussi. Par exemple, je suis un pasteur, je n'ai pas de connaissances en santé publique, je n'ai pas de connaissances en agriculture. Il faut que je travaille avec les autres. Peut-être que j'ai des connaissances en gestion. Maintenant, comment on va faire pour mettre nos énergies en commun, pour faire ce qu'on appelle de la synergie, mettre en commun nos énergies, nos compétences, etc., de façon à faire quelque chose de bien et de durable pour ce pays que nous appelons Haïti. Es-tu d'avis que le président de la République soit un pasteur ou un chrétien? Ce serait l'idéal, dans la mesure où il est vraiment, il maîtrise le contenu des vérités saintes et également, c'est les porteurs des valeurs. Or, nous connaissons, regarde ce qui s'est passé en fin de semaine. Et c'est Jésus qui l'a dit lui-même. C'est pas tout le monde qui dira Seigneur, Seigneur, qui entrera dans son royaume. Or, la Bible encore dénonce ces faux, comment dirais-je, ces faux semblants. Et Paul, je crois que Paul l'a dit dans Corinthiens, parfois il parle de Jésus, mais c'est les affaires de leur ventre et qui sont en train de défendre. Nous avons plusieurs exemples. Les gens pensent que l'évangile disons, c'est un lieu de, je ne sais pas, de pourrissement et on ne peut pas faire confiance à nos pasteurs. Mais non, le contenu de la Bible, et dans sa structure, nous met en garde contre les méchants, contre les hommes mauvais, etc. Et la Bible, la parole de Dieu nous donne les instructions, comment nous comporter, surtout dans le livre des Proverbes, comment nous comporter dans la vie, comment nous comporter dans un pays, au niveau de la gestion. Par exemple, j'étais émerveillé de voir que dans la Bible et surtout dans le livre des Proverbes, qui nous dit que les projets échouent faute de conseillers. Est-ce que vous voyez l'esprit d'organisation? C'est-à-dire, je ne suis pas un auditeur, je ne connais pas tout. Or, je dois avoir des conseillers dans plusieurs domaines, surtout au XXIe siècle, dans un monde compliqué, dans un monde difficile, où nous avons besoin de l'expertise de tous nos frères et nos sœurs de la diaspora, et quelle que soit leur appartenance religieuse, etc. Ça, il faut briser ces barrières-là, ces préjugés. Et il y a des préjugés qui nous poursuivent, même en diaspora, nous reproduisons ces mêmes préjugés. Ah, je ne connaissais pas Pasteur Doris, je ne vais pas travailler avec lui. Mais ça, c'est ridicule. Nous sommes des Haïtiens et sur un sujet d'intérêt général, sur un point d'intérêt général, il faut aller au-delà de ces barrières-là, détruire les clivages qui sont entre nous pour que l'un puisse apporter, enrichir l'autre. C'est ce que nous faisons là présentement en me donnant l'opportunité de parler avec ton public, avec toi. Et aussi, moi, j'apprends à travers les questions que vous me posez. C'est bien, mais c'est bien dit. C'est bien dit parce que la communauté évangélique haïtienne, c'est une communauté divisée en plusieurs morceaux. Hein. Et en plusieurs morceaux, malheureusement, et nous parlons à longueur de journée de Jésus. Nous parlons de Jésus comme un Dieu uni. Nous disons que Jésus prêche l'unité, mais nous autres, au sein de nous-mêmes, l'unité ne règne pas, malheureusement. En fait, c'est ça le constat. Mais je pense que c'est un mirage. En fait, c'est quand même un point très important s'il faut penser à la fois
du développement d'Haïti. Il faut passer par la question de la mentalité. Et je pense que cette question est centrale. Et la mentalité haïtienne, c'est quelque chose qui est prédominant en tout, que ça soit à l'église ou à l'école, ou bien peu importe le domaine. Écoutez, mais si on n'arrive pas par moment à sortir de cette forme de pensée, je ne dirais pas que tout ce qu'on fait en Haïti, c'est mauvais, ou bien la manière de penser est totalement mauvaise, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut repenser. Et à certains niveaux, ce sont les causes de nos malheurs. Et si on considère par exemple d'autres communautés, la communauté juive, c'est une communauté très bien organisée, très bien structurée, et partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, les Juifs sont pratiquement bien organisés. Alors que la communauté haïtienne, ici au Canada, c'est une grande communauté, l'une des plus grandes communautés. Et pourtant, en termes d'impact, nous avons très peu d'impact parce que tout simplement, les efforts ou bien les forces ne sont pas conjuguées et finalement, on n'est pas capable d'impacter les autres. On parle souvent de la communauté juive, de la communauté italienne, mais on parle très peu de la communauté haïtienne, alors que c'est une communauté qui est censée, là, sur le terrain, et ça fait déjà plusieurs décennies, et on est vraiment nombreux. On a des cadres dans pratiquement tous les domaines, mais malheureusement, et ce n'est pas une communauté véritablement utile. Nous ne faisons pas la route pour les autres, nous ne proposons pas vraiment, et c'est comme si même la communauté d'accueil n'arrive pas vraiment à tirer profit de cette communauté si dense qui est la communauté haïtienne. Bon, mais merci pour cette analyse, pour ce constat aussi, analyse constat. Maintenant, la question qu'il faut poser, pourquoi sommes-nous ainsi? Pourquoi cette communauté elle est ainsi? Et c'est ça qu'il faut remédier. C'est la recherche de solutions et la recherche de nouveaux logiciels qu'il faut mettre en application pour voir comment changer cette mentalité dont vous venez de souligner. Moi, je crois que l'un des facteurs essentiels qu'il faut mettre en place, qu'il faut revisiter, c'est l'éducation. Parce que c'est, comme je l'ai dit tantôt, l'éducation, l'école, l'église, on peut le faire au niveau de l'église, au niveau de nos rencontres, au niveau de ces genres de présentation. C'est là qu'il faut expliquer aux gens que la démarche que nous avons suivie ou les démarches que nous avons suivies dans le passé, eh bien, les résultats sont minces, sont très minces. Et pour rendre hommage à la vérité, il faut dire quand même, il y a des personnes qui sont en train de faire des efforts présentement. Je prends le cas des efforts intéressants. Je prends le cas de Debout pour la dignité, qui organise des réunions, etc. Bon, vous prenez le pasteur Grégory qui vient de faire une marche international, on l'a vu ensemble, etc. Il y a des efforts qui sont... Mais il y a, comment dirais-je, un pas de plus à faire. Ce pas de plus, c'est d'expliquer pourquoi nous faisons les choses, pourquoi, quel est le résultat, et même anticiper les résultats. En d'autres termes, ce que moi, j'ai au niveau de mes analyses ou de mes contacts, il y a un manque d'explication, un manque de pédagogie pour dire aux gens, voici le résultat anticipé. Voici ce que nous voulons faire. La bonne gouvernance. Pourquoi nous avons besoin de la bonne gouvernance? Quelle est notre responsabilité en tant que croyants, en tant que communauté, que nous pouvons faire collectivement pour que nos jeunes, nos enfants puissent bénéficier d'un avenir, d'un territoire beaucoup plus clément, pas obligé, ils ne sont pas obligés de s'exposer à la mer pour gagner leur vie sous d'autres cieux beaucoup plus cléments. Alors, je pense qu'il y a un travail pédagogique, un travail, comme je l'ai dit tantôt, un travail d'ouverture de la part de nos leaders, et aussi
espérons-le que ceux qui sont capables arrivent à travailler ensemble en vue de faire sortir, disons, une information générale pour le Mhm, bénéfice de tout le monde. mhm. Merci, hein, mais c'est de très bonnes idées. Alors, je vous dis, on est pratiquement à la fin. On est arrivé à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, et disons le dernier mot, c'est que nous, Haïtiens, nous, pour reprendre un peu le contraire de ce que j'ai dit le contraire, mais pour apporter, pour compléter notre pensée, il faut que nous apprenions à travailler ensemble, Mhm, et Haïtiens, Haïtiennes, et à reconnaître nos faiblesses aussi, à affronter nos défis, à faire face à nos défis, et aussi à se dire la vérité. Or, pour cela, il faut pratiquer l'écoute, il faut pratiquer le respect de l'autre. En d'autres termes, il faut réellement appliquer les connaissances de base de la démocratie que j'ai développées surtout dans mon premier livre, Haïti, les réflexions déracinées, si on veut savoir beaucoup plus sur la démocratie, pourquoi nous avons besoin de la démocratie en lien avec l'économie, c'est parce que c'est un binôme, comme je l'ai dit, et très important, c'est comme les deux frères, c'est à moi. Alors, disons, et c'est cette information, je pense, qu'il faut porter à l'attention à l'attention de nos frères et de sœurs. Parce que moi, je crois que ce coin de terre, il faut aussi, et, disons, on le voit, il y en a qui le répètent, il faut que chaque Haïtien, chaque Haïtienne arrive à saisir l'importance de cette appartenance à la terre natale. Ça, c'est mhm, pour nous, c'est notre terre. mhm, Nos ancêtres ont combattu très férocement pour nous. Maintenant, c'est notre terre. C'est à nous de continuer ce travail de construction de Haïti, de notre cher Haïti. mhm. Bon, Monsieur Milfort, merci beaucoup pour ces échanges. Merci beaucoup pour ces bonnes réflexions. Et je Alors, peux ajouter un dernier petit mot si quelqu'un veut trouver mes ouvrages. mhm, Et Haïti, les réflexions d'un déraciné ou Haïti, la Bible du développement, on peut se rendre sur Amazon. C'est disponible sur Amazon. mhm. Est-ce qu'il n'y a pas des points des points physiques ou bien, disons, soit à Montréal ou bien. Non, pas vraiment. Je suis en train de faire les démarches parce qu'il n'y a pas de librairie vraiment haïtienne. On m'a invité dans plusieurs foires Mhm, du livre. Il va y en avoir un le 8-9 septembre, il y en a d'autres après, et le 16 aussi. Ce sont des moments que je profite également pour faire la promotion de ces deux livres. Mais si mhm, quelqu'un veut également commander, si vous voulez, il peut utiliser mon téléphone, c'est le 514 699 84 51. M'envoyer un texto ou un WhatsApp et puis on va s'arranger dans la communication et mhm, pour avoir son adresse, ses coordonnées, puis je peux poster le livre pour lui mhm, mhm. ou pour elle. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, je rappelle que le 29 octobre qui s'en vient, eh bien, Jean Baudon Milfort sera avec nous à Laval. Ben, pour les gens qui sont ici à Montréal, ça va être surtout pour la réforme protestante. Ben, il sera là et en présence, disons en présentiel. Et si vous voulez vous procurer un de ses ouvrages, vous pouvez le faire le 29 octobre à Laval. Merci à tout le monde. Et je vous dis un grand merci, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Alors, nous étions aujourd'hui avec Jean Bonhomme Milfort qui nous a surtout parlé de Haïti, la Bible et le développement. Alors, selon l'auteur, il croit clairement que la Bible contient tous les ingrédients, tous les instruments, eh bien, qui pourraient porter l'homme haïtien à penser son développement et aussi penser le développement de son pays. Alors, je vous dis, si vous êtes avec nous pour la toute première fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et c'est sûr que vous allez trouver beaucoup de choses. Merci. Bye bye.